Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 3, la chaîne de la proximité et des élections municipales pour notre grande soirée de débat du mercredi. Des débats à 1 heure de grande écoute pour tout savoir et pour faire votre choix. Avant la commune de Sens, dans une petite cinquantaine de minutes, place à notre premier débat de la soirée avec Dijon, la capitale régionale. Un débat que j'ai le plaisir d'animer avec Stéphane Paris de France Bleu Bourgogne. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Lilian, bonsoir à tous. Nous sommes donc à Dijon ce soir. Dijon et ses 160 000 habitants. Ville qui gagne des habitants, Dijon, ville d'histoire, avec la longue lignée des ducs de Bourgogne, Dijon, capitale de la gastronomie, avec sa future cité internationale qui doit voir le jour fin 2021. Politiquement et historiquement, Dijon, ville de droite, est dirigée depuis 2001 par la gauche et le socialiste François Rebsamen. Et avec nous sur ce plateau, 6 têtes de liste. Bonsoir François Rebsamen. Bonsoir. Vous êtes le maire PS de Dijon depuis 2001 et donc candidat pour un 4e mandat. Je suis PS, c'est-à-dire je suis socialiste, mais je suis le maire de Dijon. Merci de la précision. Stéphanie Maude, bonjour. Bonjour. Vous étiez alliée avec François Rebsamen il y a 6 ans. Vous étiez adjointe dans la majorité. Vous menez cette fois la liste Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Sylvain Comparot. Bonsoir. C'est vous que La République En Marche a choisi pour porter ses couleurs à Dijon, même si vous n'êtes pas membre du parti, mais vous aviez initié une démarche citoyenne. Oui, et de larges rassemblements. Bien sûr. Avec l'UDI pour Dijon, l'association citoyenne que j'avais créée. Emmanuel Bichot, bonsoir. Vous êtes le candidat de la droite et d'une partie du centre. C'est la première fois que vous êtes candidat sur Dijon et vous menez la tête de liste Les Républicains, donc sur Dijon. Damien Quentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste du Rassemblement national à Dijon. Et enfin Arnaud Guvenatam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de la France Insoumise et du Parti des ouvriers indépendants. Et des Gilets jaunes et du Parti de gauche dans le cadre d'un rassemblement citoyen. 3 autres candidats sont en lice pour un total, à Dijon pour un total de 9. Donc Bruno Louis qui mène une liste écologiste, Jean-Baptiste Gavinier, une liste d'avocats pour protester contre la réforme des retraites et Claire Rocher pour lutte ouvrière. Nous les entendrons un peu plus tard dans cette émission et on commence par notre premier thème, Stéphane. Oui, le premier thème, Lilian, que nous avons intitulé Dijon, ville attractive ou Dijon, ville musée. Tout le monde s'accorde à dire que Dijon est une destination touristique. Son centre-ville, classé zone touristique internationale, son musée des Beaux-Arts, reconnu comme l'un des plus beaux musées de France, sa future cité de la gastronomie, je l'ai dit, internationale. Est-ce que tout cela suffit à attirer des touristes et de nouveaux habitants? Faut-il continuer à construire des logements ou faire une pause, comme le suggèrent certains d'entre vous? On va vous entendre. Et avant de donner la parole au maire sortant, François Rebsamen, je me tourne vers peut-être son principal opposant au conseil municipal, Emmanuel Bichot. On va commencer avec vous. Est-ce qu'on en fait trop pour les touristes à Dijon et pas assez pour les habitants? Alors, moi, je pense que Dijon a un potentiel touristique qui est insuffisamment exploité. Encore aujourd'hui, même s'il y a des progrès. Et tout le monde a intérêt à jouer cette carte parce que c'est quand même une partie de l'économie locale. Ce sont des emplois. Bien évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans la surexploitation touristique. Il faut être vigilant à cet écueil. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de potentiel touristique. C'est pour ça que nous avons, 2 propositions. La première, c'est d'ouvrir le Palais des Ducs et des États aux Dijonnais et aux visiteurs extérieurs. Aujourd'hui, malheureusement, la rénovation n'a porté que sur les musées des Beaux-Arts. Ce projet global a été oublié, alors qu'il était dans les cartons il y a déjà plus de 20 ans. Et nous voulons absolument avoir ce produit phare. En fait, ce qui manque à Dijon aujourd'hui en termes touristiques et en termes d'image, c'est un produit phare. Ce produit phare, ce joyau, nous l'avons sous les yeux, c'est le Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Donc ouvrons-le aux visiteurs, nous aurons plus de 400 000 visiteurs par an, rien que sur ce site, avec le musée des Beaux-Arts en complément. Sylvain Comparot, le sens de notre question, c'était quand on privilégie le tourisme, est-ce qu'on n'oublie pas aussi un peu les Dijonnais, leur vie quotidienne, les autres quartiers? Non, et surtout pour revenir là-dessus, les hôteliers, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir de l'attractivité dans les zones, dans les périodes de l'année où on a un peu moins de clients, notamment en hiver. Et donc je pense on sous-exploite l'UNESCO et le prix qu'on a eu au niveau des climats. Et il faut qu'on l'utilise peut-être pour créer un événement autour de la Saint-Vincent, ce qui va nous obliger à travailler avec Beaune, parce que je crois, et les entreprises en ont besoin, ça c'est pour la partie attractivité, il faut absolument qu'on puisse réussir à faire venir des talents. Et pour réussir à faire venir des talents, il va falloir qu'on augmente la zone de chalandise pour qu'on ait un emploi pour monsieur et pour madame, monsieur, madame. En tout cas, pour cela, il faut que l'on joue en meute. Et en meute, c'est le triangle doré, Dijon, Beaune, Dole. Et vous voyez, en termes de tourisme, ça permettra de faire travailler les 2 cités de la gastronomie et du vin ensemble. Et c'est ensemble qu'on pourra développer Dijon. François Rebsamen, en posant la question de cette manière-là, pour
Pour tout vous dire, on pensait que certains trouveraient la ville trop touristique et pas assez tournée vers les Dijonnais. Elle n'est pas assez touristique alors, d'après certains. C'est ce que vous pensez ou il faut le rééquilibrer autrement? Dijon, en 20 ans, s'est profondément transformé. C'est une ville aujourd'hui qui est une capitale régionale, qui compte 160 000 habitants, et c'est une ville d'art et d'histoire. Elle est labellisée d'ailleurs ville d'art et d'histoire. Ces 100 hectares de secteurs sauvegardés sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, cette ville a tous les atouts pour être une ville active et attractive. Et elle l'est d'ailleurs, puisque ne serait-ce que le plus beau musée de province des Beaux-Arts de France, il est à Dijon, et il attire 450 000 visiteurs. Mais une ville-musée, c'est une ville économique aussi. Laissez-moi terminer, je n'ai pas fini. Et donc, il attire, ce musée, 450 000 visiteurs dans le Palais des Ducs, parce que c'est la moitié du Palais des Ducs. Dijon, c'est aussi une ville de tourisme et d'affaires très importante, parce qu'à Dijon, il y a 1 million de nuitées par an. À Dijon, il y a en moyenne à peu près 3 300 000 touristes. Et pour vous montrer que c'est une ville dynamique et qu'elle attire, il y a 8 projets de construction d'hôtels sur Dijon. On voit bien que Dijon se développe. En plus, Dijon, c'est aussi, dans son centre-ville, une ville de commerce. Et c'est une ville où les commerces se créent, de nouveaux commerces apparaissent. Une vingtaine de commerces nouveaux sont apparus au cours du dernier semestre 2019 et le taux de vacances des commerces au centre-ville est un des plus bas de France, je suis content de le dire, avec 6,3% de taux de vacances, ce qui correspond à peu près à la rotation des commerces. Et puis, c'est une ville où il y a beaucoup de monde au centre-ville, 160 000 piétons, vous imaginez 160 000 piétons, si on prend le haut de la rue de la Liberté, 80 000 rue des Gaudrans, 70 000 rue Piron, 70 000 rue... Vous voyez, le centre-ville vit et vit bien et il fait vivre son commerce. Et puis, Dijon... Je vais vous empêcher de partir trop loin dans le temps de parole. Je vais terminer, après je vous laisserai bien sûr reprendre le fil de votre discussion, mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que tout ça, c'est dans une métropole qui elle aussi est à taille humaine. L'avenir est aux métropoles à taille humaine. C'est une métropole de 260 000 habitants qui a créé 4 000 emplois. Vous voyez que je vais y répondre économiquement, qui a créé 4 000 emplois depuis 2014, qui compte aujourd'hui 94 000 emplois et qui attire les entreprises, qui a un taux de chômage extrêmement bas de 6,9%. Donc à la question que vous posez, je vous réponds, Dijon est une belle ville, économiquement attractive, et non pas une ville-musée, mais une ville où il y a le plus beau musée de France. Pour rebondir à ce que vous dites, François Rebsamen, Stéphane Limode, est-ce qu'on attire de nouveaux habitants, des touristes uniquement par son centre-ville, ou est-ce qu'on peut aussi développer des quartiers à Dijon? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une ville rayonne uniquement par son centre-ville, ses commerces, ses musées? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Une ville rayonne par effectivement déjà son centre-ville. Donc nous avons un très beau centre-ville et nous pensons vraiment qu'il faut, pour que tous les Dijonnais, tous les métropolitains, tous les Côtes-d'Orient aussi et au-delà puissent en profiter. Donc on est effectivement pour un tourisme, nous on est sur un tourisme plus solidaire, aussi un tourisme très responsable. De toute façon c'est dans nos modes de vie, nos modes de consommation, on va arriver à cela. On voit bien aussi la fragilité de nos économies. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut aussi qu'on ait un tourisme à la fois qui vienne de loin, mais aussi un tourisme plus local, sur un tourisme donc plus durable, avec une économie l'économie de l'avenir sera sur un tourisme justement plus responsable, donc avec une attractivité bien évidemment de son centre-ville, un centre-ville qu'on souhaite plus végétalisé aussi pour justement améliorer le cadre de vie, et puis donc commerce de proximité aussi, ce sont des services de proximité, et il faut aussi effectivement que tous les Dijonnaises puissent continuer, donc effectivement on a un centre-ville qu'il faut continuer à avoir nos commerces de proximité, encourager le commerce de proximité, parce que c'est des services rendus à tous et à toutes. Au fond de notre question, il y avait aussi ce que certains d'entre vous reprochent à la dimension urbaine et construction de Dijon, avec un centre-ville ancien, et puis d'autres choses qu'on fait autour. Arnaud Guvenatam, quelle est votre position là-dessus? Écoutez, quand nous, on va à la rencontre des habitants à la Fontaine-Douche, au Grésy, qui subissent un certain nombre de disparités vis-à-vis de la politique du centre-ville, ils nous disent qu'ils se sentent abandonnés, et que la politique a été faite exclusivement pour le centre-ville. Et donc, à un moment donné, il s'agit aussi de rendre ces territoires attractifs, parce que vous avez la Combe à la Serpent, enfin, la Fontaine-Douche, c'est un magnifique quartier. Et moi, je suis allé au Grésy très récemment, la Tour Boutarique, à l'appel des habitants, et on a constaté, dans du logement social, qu'il y avait des conditions de vie qui étaient terribles, malgré la dignité et la solidarité des habitants. Et à un moment donné, je crois que pour développer du commerce de proximité, il est aussi nécessaire que l'attractivité se fasse dans des quartiers, alors j'allais pas dire périphériques, mais autres que le centre-ville. Moi, j'ai
pris connaissance de certaines personnes qui décident de quitter l'ingénierie de projet pour monter des sociétés coopératives d'intérêt collectif afin de développer des épiceries, pour faire travailler des maraîchers locaux, afin de faire du commerce de proximité, bio, local et zéro déchet. Et donc moi je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là d'un tourisme socialement et écologiquement responsable, parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de faire le grand déménagement du monde. Une fois qu'on a dit ça, il va quand même y avoir des milliers de touristes qui viennent de Chine, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Allemagne. Donc, bien sûr, et de France. Et de France, parce qu'effectivement, il y a aussi une attractivité de Dijon sur la question effectivement, du tourisme national. Mais il s'agit aussi de pouvoir développer des quartiers qui ne sont pas exclusivement au centre-ville pour développer du commerce de proximité et l'attractivité des territoires. Alors comment on développe ces quartiers? Je me tourne vers vous, Damien Quentin. Vous souhaitez, par exemple, interdire la construction, je l'ai vu sur des terres agricoles, par rapport à l'écoquartier des Lentillères, je crois. Comment on développe ces quartiers? Comment on rend attractifs ces quartiers si on ne construit pas? Alors, pour revenir sur votre question musée ou ville attractive, je vais dire que je ne suis pas qu'un opposant. Je sais aussi reconnaître les grands projets, les grands travaux menés pour notre ville et notre métropole, notamment le Zénith, la piscine et le musée des Beaux-Arts. On est tous d'accord pour dire que c'est une magnifique réussite. Mais derrière cet inventaire se cache aussi un bilan catastrophique, vous l'avez dit, en matière d'urbanisme totalement délirant, une explosion de la sécurité, j'y reviendrai, et un abandon du centre-ville. Donc vous êtes contre la construction à outrance? On arrête de construire sur Dijon? Alors, je suis plutôt, oui, pour rénover déjà l'existant. J'en ai déjà parlé. Pour le centre-ville, moi je pense que pour qu'il soit attractif, il faut donner envie aux gens d'y venir, aux personnes d'y passer du temps, de consommer. Et ça passe déjà tout d'abord par le stationnement, s'y rendre facilement. Le stationnement, vous connaissez mes propositions, c'est la première heure gratuite en semaine et le samedi gratuit. Les premiers mercredis des soldes. La voiture, c'est pas tellement dans le sens de l'histoire en ce moment en termes environnementaux. Bien sûr, mais on ne va pas distribuer le mauvais point à la mère de famille qui utilise sa voiture le mercredi après-midi pour emmener le premier au rugby, la petite à la danse et faire des courses. À un moment donné, on est obligé aussi d'utiliser un... C'est la femme dans votre vision, c'est la femme qui s'occupe de ça. Bon, c'est très intéressant. Ça va bien se passer. Très intéressant. Il y a aussi l'homme. Et on n'est pas là pour distribuer le mauvais point pour l'automobiliste et le bon point pour la personne qui fait du vélo. Je suis pour que tous les modèles de transport coexistent au centre-ville. Je voudrais revenir. Et ça passe aussi par et puis je voulais vous... Un centre-ville attractif, ce sont nos commerces, une offre de commerce diversifiée et de qualité. Je pense aussi qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait faire sur la piétonisation. On l'a vu rue Charrue et rue Piron. Les fonds de commerce, il y en a beaucoup à vendre et il y a eu une forte rotation. Donc vous voulez remettre en circulation les rues Charrue et les rues Piron? Non, aujourd'hui je pense qu'on est arrivé au maximum de la piétonisation. Plus de piétonisation pour moi ou avec un moratoire en concertation avec les commerçants, bien sûr. Pour avancer sur juste, parce que vous vouliez rebondir là-dessus. Moi, j'avais envie de vous dire, dans le temps, quand il y avait des grues dans une ville, on disait que la ville est en bonne santé. Et j'ai l'impression que c'est plus forcément ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir sur la question des constructions nouvelles, des constructions de logements. Aujourd'hui, effectivement, la stratégie de la municipalité sortante et de la métropole, c'est de dire il faut construire le plus possible de logements neufs à Dijon. Bon. Nous considérons qu'il faut un équilibre entre l'emploi, et malheureusement l'emploi, si on prend les 10 dernières années, stagne. Entre 2009 et 2019, il y a exactement le même nombre d'emplois salariés, après une baisse et une légère remontée. Un équilibre entre l'emploi, un équilibre entre la qualité du cadre de vie et un équilibre, bien sûr, entre les constructions. Et donc, si on déstabilise cet équilibre, on va vers de grands désordres. Et regardez ce qui s'est passé à Chenôve. On a construit à tout va, on est monté à 22 000 habitants, et maintenant, Chenôve est à moins de 14 000 habitants. Donc, en fait, effectivement, pour répondre à votre question, il y a ce centre-ville qui est extraordinaire, cette histoire, ce patrimoine, et encore une fois, le Palais des Ducs et des États est notre produit phare qu'il faut mettre en avant. Mais il y a également le risque que la ville soit défigurée par des constructions anarchiques et intempestives telles qu'on les constate aujourd'hui. Et nous voulons freiner ce rythme de construction et l'encadrer pour respecter le cadre de vie. Sur le logement, pour boucler là-dessus, Stéphanie Maud, Sylvain Camparot, puis ensuite François Rebsamen qui me dira un mot comme sur le logement. Nous devons vraiment rentrer dans la transition écologique. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver actuellement entre la densification de la ville, que nous avons soutenue,
Pour autant, il faut aussi un urbanisme maîtrisé. Donc effectivement, c'est pour pouvoir avoir une ville qui se densifie en ayant des espaces de respiration. Pour revenir aussi, effectivement, le commerce de centre-ville, c'est important. Par contre, dans tous les quartiers, il faut bien évidemment des équipements de proximité, des commerces de proximité pour que chacun puisse y vivre correctement dans les quartiers dans lesquels il vit. Voilà, donc ça, c'est un équilibre que nous souhaitons. Donc des espaces de respiration dans tous les projets de construction, peut-être ralentir effectivement, voire déjà remplir les appartements, faire de la construction de qualité, de la qualité architecturale. Mais en tout cas, nous avons aussi cette densification pour éviter l'étalement urbain. Et puis bien évidemment, l'idée de remettre de la voiture au centre-ville, c'est une aberration écologique. Sylvain Compaorou qui est très en retard. La question des matériaux aussi, parce que c'est quand même très important d'avoir des matériaux qui soient écologiquement responsables, parce que le béton, c'est extrêmement consommateur d'eau, et donc il y a des alternatives que nous, on a soutenues. Hein, oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui existent pour faire autre chose que du béton. Bon, deux éléments. D'une part, on parle beaucoup de centre-ville, mais Dijon, ça ne se résume pas à un centre-ville. Il y a 9 quartiers à Dijon. Et moi, j'aime bien parler de la politique dans les 9 quartiers. Donc, pour les commerces, il faut à la fois pouvoir mettre en place des boutiques éphémères dans l'ensemble des 8 autres quartiers, parce que sur le centre-ville, je suis assez d'accord, il n'y a pas de problème. On n'est pas arrivé à une zone où on a des boutiques fermées, et donc c'est pas là où il y a un problème. Le problème, c'est le commerce de proximité dans les quartiers. Et il faut pouvoir le développer à la fois par un stationnement gratuit 30 minutes, pour pouvoir aller chercher sa baguette de pain, pouvoir aller chercher ses fleurs. 30 minutes, c'est jouable. 1 heure, c'est beaucoup trop. Et puis ensuite, sur les commerces, c'est un élément, mais il faut ensuite revoir les quartiers sur l'ensemble. Et sur l'ensemble, il y a une bétonisation qui a été mise en place depuis 10 ans, depuis l'ancien plan local d'urbanisme. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai jamais été pour revoir de fond en comble le nouveau, puisque le nouveau est meilleur. Mais le résultat de ce qu'on a en termes de bétonisation aujourd'hui à Dijon, c'est bien le résultat de la majorité sortante, à la fois Europe Écologie Les Verts et le maire sortant. Et je suis, pour ma part, plus pour une rénovation à la fois qualitative et durable. On va laisser répondre François Rebsamen, puisque les candidats qui sont ici s'opposent à la construction. Vous vous dites, par contre, il faut continuer à construire. Pas pour moi. Non. 10 000 logements. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas de la densification, mais il faut la maîtriser. 10 000 logements, François Rebsamen, vous annoncez 10 000 logements d'ici 2030 sur Dijon. On a vraiment besoin de ces 10 000 logements Il y a 7 500 demandes de logements qui ne sont pas satisfaites. Et 7 000 logements vacants. Et pourquoi? C'est pas vrai. Nous n'avons pas. 7 000 logements vacants. Mais c'est le turnover non. sur 94 000, mais il faudra vous renseigner. Non. Sur 94 000, c'est le turnover normal. Et donc, on a peu de logements vacants sur Dijon, et on a 7 500 demandes de logements non satisfaites. Et il a fallu construire pour d'abord remplir les objectifs que la loi nous fixait, puisque nous n'avions pas 20% de logements locatifs à loyer modéré. Nous les avons maintenant. À l'époque, Mme Duflot voulait qu'on aille jusqu'à 25%, je vous le rappelle quand même. Et donc, elle ne proposait pas d'arrêter ou de stopper la construction, elle proposait d'aller plus avant. Et elle avait raison, parce que quand on construit, on permet d'avoir des loyers qui ne sont pas trop élevés. Et c'est pour cela qu'à Dijon, on a plus d'habitants, parce que les habitants ne fuient plus la ville-centre. C'est la seule ville-centre de tout le Grand Est qui gagne des habitants. Et donc, je voudrais dire à ceux qui disent qu'on bétonne, c'est des mots qui ne sont pas très bons, parce qu'il y a 11 000 emplois qui dépendent du secteur du logement. Laissez-moi terminer. 11 000 emplois qui dépendent du secteur du logement et des travaux publics. C'est donc très important. Et dans le nouveau PLU HD, c'est-à-dire plan local d'urbanisme intercommunal pour la première fois, qui a été validé par 22 maires sur 23, je le rappelle quand même, c'est pas rien, eh bien il y a sur Dijon, il y a combien d'hectares qui vont être limités à 7 mètres de hauteur de construction? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Nous, on voulait. À Dijon, il y a 2200 hectares urbanisés. Et il y en aura, vous m'entendez bien, il y en aura 700, soit 33%, où on ne pourra pas construire à plus de 7 mètres de hauteur. C'est ça, un urbanisme maîtrisé. Alors, alors, je vous propose d'avancer un petit peu, parce que sinon on reste sur le logement. Un mot sur le logement. Alors on continue sur le logement. Non, mais c'est très important. Vous ne viendrez pas vous plaindre si on parle pas. C'est très important parce que c'est le sujet majeur de cette élection. En particulier, le nouveau plan local d'urbanisme. Non, c'est ce qui intéresse le plus les Dijonnais. Le nouveau plan local d'urbanisme, il prévoit, vous l'avez dit, 10 000 logements sur 2020-2030, c'est-à-dire 1 000 par an.
au maximum qu'on vient de faire, en 2018, on est arrivé à 700 logements neufs livrés. Donc en fait, c'est une accélération par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, une accélération de 50% de ce qu'on connaît aujourd'hui pendant 10 ans. Je voudrais que chaque Dijonnais essaye de s'imaginer à quoi va ressembler sa ville dans 10 ans. Et là, on rejoint votre question initiale sur l'attractivité de la ville. Effectivement, on ne peut pas se contenter d'avoir un secteur sauvegardé tout à fait exceptionnel et puis de défigurer tout le restant de la ville. Si et je voudrais revenir sur les logements sociaux. Il faudra aller le dire. Je voudrais revenir sur les logements sociaux. Nous considérons qu'effectivement, il y a eu un énorme rattrapage puisqu'on a doublé le parc de logements sociaux, qui est passé de 9 000 à un peu plus de 17 000. Aujourd'hui, nous considérons qu'il faut faire une pause, se stabiliser aux 20% demandés par la loi et s'occuper de bien gérer le parc social existant. Un mot d'Arnaud Guénazem sur les logements sociaux, je vous voyais ne pas être d'accord. Ah non, mais il faut que ce soit bien géré parce qu'effectivement... Non, c'était sur le nombre, le fait d'arrêter de construire des logements sociaux. Ah mais non, mais nous, ce qu'on considère, c'est qu'à un moment donné, le plan de rénovation du bâti, il doit être ambitieux. Moi, j'ai travaillé un petit peu en Franche-Comté, ils ont des dispositifs régionaux qui s'appellent les Philogies. Les municipalités peuvent travailler avec ça, donc je pense qu'il y a des partenariats à créer avec la région afin de mettre en place un plan de rénovation du bâti existant qui soit ambitieux. Au-delà de ça, de construire des nouveaux logements. Au-delà de ça, quand il y a de la construction neuve, nous, on pense qu'il faut aller au-delà des 20% de logements sociaux sur la construction neuve. On a parlé de 30% de logements sociaux et très sociaux. Mais il faut quand même que les permis de construire, qui soient délivrés par la mairie, au-delà du PLU, laissent une place très importante aux nouveaux matériaux et à la nature et aux conditions écologiques dans lesquelles ces constructions sont réalisées. Parce qu'à un moment donné, on voit certains quartiers où on manque de mixité sociale. Et l'intérêt, c'est de pouvoir dynamiser aussi cette mixité sociale parce que, en fait, ça fait baisser les tensions d'être tous ensemble. On avait prévu 3 chapitres, mais avec le temps qui passe, voilà, c'est le mode rigole à droite, ça va être compliqué. Vous avez ouvert sur un sujet, qui est le sujet qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est le sujet de l'environnement, des villes aussi face au réchauffement. Et moi, je propose qu'on avance sur ce sujet-là aussi. On entend parfois à Dijon le problème des arbres. Est-ce qu'il y a trop d'arbres? Il n'y a pas assez d'arbres. Est-ce qu'il faut végétaliser une ville? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que face au réchauffement climatique, c'est la solution? Est-ce qu'il y a plein d'autres choses à faire? Est-ce qu'une ville ancienne, elle est faite pour ça? On ouvre le débat. Je vous voyais faire un geste, Damien Quentin, là-dessus. Alors nous, effectivement, nous avons proposé de végétaliser le centre-ville, mais sa ville en globalité. On n'a pas envie de faire la course à celui qui va planter le plus d'arbres. Sur les 6 dernières années, j'ai vu peu d'arbres plantés et beaucoup de grues poussées, comme on en parlait juste avant. Donc nous, notre idée, c'est de planter 6 000 arbres sur la ville, avec la moitié d'arbres fruitiers dans des parcs, pour rendre bien sûr la ville plus agréable. Dans des parcs existants déjà. Exactement. Plus agréable, plus verte, et créer des parcours végétalisés en centre-ville. Pour donner envie aux personnes d'aller rue Piron, rue Charrue, apporter de la végétalisation, je pense. C'est 2 rues qui vous tiennent. C'est le minimum. Non, c'est le centre-ville, oui. Rue de la Liberté aussi, il manque un peu de végétalisation aussi, bien entendu. Et, sur l'environnement, nous avons aussi un autre cheval de bataille, c'est le localisme. Pour nous, c'est instaurer vraiment les circuits courts dans les restaurants scolaires. Voilà. J'ai entendu beaucoup. Ça fait rire, Stéphanie. Non, ça fait pas mais du Madame rire, Mode le propose, mais ses collègues au Parlement européen ont signé tous les traités de libre-échange. Certainement pas. Les vous racontez n'importe quoi. Nous, c'est du bon sens. On préfère acheter chez l'agriculteur à côté de chez nous que de faire importer des produits bio d'Amérique du Sud. Madame, vous avez signé tous les traités d'échange de libre-échange. Bien sûr que non. Vous donnez le cancer et vous le guérissez. Nous avons apporté des vœux pour justement contre ces traités de libre-échange que nous avons d'ailleurs adoptés. Donc vous racontez vraiment n'importe quoi. Non, madame. Sur la végétalisation. Écoutez, moi je suis déjà tout d'abord, mais vraiment contente que ce sujet de l'environnement, de la transition écologique maintenant soit porté par l'ensemble des partis politiques. Ça vraiment c'est une grande nouveauté. Bon, je demande après avoir dans certaines réalisations, mais bon. Et vous étiez au pouvoir, madame? Bien, tout à fait. Que s'est-il passé? Si je peux parler, merci. Donc sur la végétalisation. Pourquoi Alors, autre chose, peut-être autre chose. Pourquoi vous ferez demain ce que vous n'avez pas fait hier? C'est la transition écologique qui dit que, de toute façon, on a actuellement, donc on a bien vu, on a des épisodes de canicule, on a des épisodes aussi de pluie intense, donc il va falloir nous adapter
s'adapter à ce changement climatique. Donc la végétation, c'est bien évidemment important. C'est des arbres, quand on peut mettre des arbres, on a déjà beaucoup d'arbres à Dijon, sauf qu'ils sont concentrés sur la partie ouest. On a des très belles combes, on a des services, des espaces verts qui font beaucoup de beau travail. Donc là, c'est comment revégétaliser notamment le centre-ville, mais également effectivement les quartiers en construction où parfois il manque cruellement de végétalisation. La phase 1 d'écoquartier d'idées maraîchers en manque, donc il faut qu'on voit vraiment comment on peut en remettre. Mais c'est de l'affichage ou ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, ça sert déjà à lutter contre la pollution, puisque les arbres et toute la végétation, ça capte, donc c'est la captation du gaz à effet de serre. C'est recréer des îlots de fraîcheur justement pour, dans les épisodes de canicule, qu'on puisse mieux respirer. Ça lutte donc contre la pollution de l'air aussi. Donc c'est vraiment, bien évidemment, et c'est du cadre de vie. On sait aussi que l'on vit mieux dans un environnement, et c'est la biodiversité. Parce qu'au-delà du dérèglement climatique, on a aussi le problème de la perte de la biodiversité. Donc c'est aussi recréer des trames vertes. Donc nous proposons, et ça fait un moment qu'on le propose, un chemin vert à travers Dijon. Donc voilà. On interroge Sylvain Camparot. Les îlots de fraîcheur, vous êtes pour aussi, Sylvain Camparot, créer ces îlots de fraîcheur dont on parle? Oui, alors nous on appelle ça des bulles de fraîcheur. Non, mais je veux juste revenir sur la végétalisation des quartiers minéralisés. Parce qu'il n'y a pas que le centre-ville, on parle beaucoup du centre-ville. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'ensemble de Dijon. Et sur cette question, c'est plus une question climatologique ou d'environnement, c'est une question de santé publique. Il fait entre 5 et 8 degrés, c'est pas moi qui le dis, c'est des laboratoires, 5 et 8 degrés d'écart la nuit, l'été, à Dijon, entre les espaces minéralisés comme le centre-ville ou d'autres quartiers minéralisés. J'étais au Grésy à une réunion publique dernièrement, on m'en a parlé. Pour les nourrissons, pour les personnes âgées, on doit traiter ce sujet. Le maire doit protéger la ville. Et donc pour cette question, on trouvera les experts, on trouvera les chercheurs. C'est aussi notre manière de faire fonctionner la ville, la faire fonctionner en collaboration avec ceux qui savent. Aujourd'hui, le politique, c'est pas le sachant. Il faut déminéraliser, si je peux employer ce terme. Désimperméabiliser, oui. Désimperméabiliser, c'est le meilleur terme. Désimperméabiliser le sol. Un mot, et puis après. Sur ce thème, c'est assez savoureux d'entendre ma voisine de gauche qui est adjointe au cadre de vie expliquer qu'il faut faire tout à fait autrement que ce que fait la majorité sortante actuelle. Surtout après avoir voté avec enthousiasme le plan local d'urbanisme en décembre 2018. En décembre 2018, vous avez voté avec enthousiasme le projet qui a été soumis à la consultation des habitants. Mais en tout cas, je suis ravi que vous vous convertissiez aujourd'hui à nos thèses. Oui, parce que sur le remettre de la voiture en ville. Non, pas du tout. Alors sur le PLU, nous avons été contre celui de 2010, mes prédécesseurs, François-Xavier Dugourc, et nous avons combattu depuis 3 ans le projet qui vient d'être adopté. Vous m'autorisez à vous dire que sorti du logement, on tourne un peu en rond quand même. Non, je voudrais revenir sur la question des... Vous nous reprocherez après de ne pas avoir parlé d'autre chose. Les espaces verts, en fait, ils sont dans les jardins. Et quand on détruit des quartiers pavillonnaires, aujourd'hui la particularité de Dijon, c'est qu'on a protégé, le maire sortant parle d'avoir plafonné à 7 mètres dans certains quartiers, plus les attiques. De la ville. Mais vous n'avez protégé aucune rue, aucun quartier pavillonnaire n'est protégé à Dijon. Ce qui est une anomalie par rapport à toutes les grandes villes françaises. C'est pas vrai. Il faut sanctuariser des rues et des quartiers pavillonnaires pour conserver cette trame verte de jardin qui est une ville, ce sont des immeubles et des maisons. Ce ne sont pas que des immeubles à la fin. Voilà. C'est ce que nous voulons éviter dans 10 ans. François Rebsamen, qui attend de répondre à un certain nombre de... Mais après, sinon, mais ne vous inquiétez pas. On parle d'écologie urbaine. Oui. Donc là, il ne faut pas confondre. J'avais parlé d'arbres, on pouvait parler de plein d'autres choses. Oui, mais les arbres, on n'est pas dans la course à l'arbre. Non. On a planté 13 500 arbres quand on a fait le tramway. Si vous ne savez pas où sont les trames vertes, regardez où passe le tramway. Un arbre par Et donc, 13 500 a été planté. Et puis 2 500 dans les cours d'école. Donc il faut savoir de quoi on parle. Mais ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas la course à l'arbre. Aujourd'hui, il y a une menace très profonde. C'est le dérèglement climatique. Et nous devons prendre des mesures de grande ampleur. Et les villes ont un rôle à jouer en la matière. Il ne s'agit pas de planter 3 arbres ou de végétaliser. Bien sûr, tout le monde va le faire. Nous aussi, on va mettre des fontaines au centre-ville pour que ça soit plus frais pour tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est prendre des mesures radicales. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter d'augmenter notre empreinte carbone à la ville de Dijon. Donc moins de voitures dans le centre-ville? Ça, c'est déjà fait. Oui. Vous l'avez vu. On va continuer avec la rue Monge très bientôt. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de trouver d'autres énergies que les énergies fossiles. Et donc, nous avons 3 grands projets que je voudrais expliquer en 30 secondes, parce que malheureusement, je n'ai pas le plus. 3 grands. Premièrement, on va couvrir l'ancienne décharge de la ville de Dijon avec une centrale photovoltaïque. Ça produira de l'électricité qu'on
qu'on injectera pour le tramway. Deuxièmement, on va faire de la méthanisation des boues issues de la station d'épuration. On produira du méthane qu'on introduira dans le réseau de chaleur. Troisièmement, on va transformer notre électricité produite par l'unité de valorisation des déchets en hydrogène. Et l'engagement que nous prenons, c'est d'être la première ville hydrogène de France. On équipera nos bus à l'hydrogène, on équipera nos bennes à ordures à l'hydrogène. Et l'hydrogène, eh bien, c'est plus de pollution, c'est de l'eau transformée, bien évidemment, et c'est l'air pur à Dijon, et c'est l'engagement que nous prenons. Ça, c'est lutter vraiment contre le réchauffement. Et après, c'est s'adapter au réchauffement. C'est pas la même chose. S'adapter, c'est planter des arbres, c'est végétaliser. Alors après, on va pas compter, il y a 46 000 arbres à Dijon. Il y en a énormément partout. Vous regarderez ce qu'était avant l'avenue du Drapeau, puis vous verrez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Si vous voulez voir tout ça, venez à mon meeting demain soir. Vous verrez, on produira des belles vidéos. Avec une publicité au passage. Arnaud Guvenat. Au-delà de ce qui a été dit, c'est plus de déchets, ce que vient de dire François Raphaël. L'hydrogène, vous disiez plus de déchets pendant l'hydrogène, oui, mais au-delà de ce qui a été dit, c'est qu'à un moment donné, il faut lier la question sociale, la question écologique et la question démocratique. Quand je vois, par exemple, qu'on continue à faire des profits avec des multinationales sur la gestion de l'eau, alors que c'est une ressource qui va amener de plus en plus de conflits, et qu'on doit gérer, et qu'on doit gérer cette ressource pour passer à une agriculture paysanne, biologique, locale, sortir du tout pesticide, puisqu'en plus l'eau est d'assez mauvaise qualité, puisque le pesticide... Comment ça? Il y a des rivières, les rivières. Laissez-moi terminer, monsieur Raphaël. Non, mais je vous dis quand même. Mais oui. La préfecture... Quoi? Donc, c'est ce que je disais. Il y a cette manière de gérer la ressource qui doit être écologiquement et socialement responsable. Donc, arrêter avec les privatisations des biens communs, c'est gérer mieux cette ressource pour des questions écologiques. Donc, je disais pour l'agriculture. Si c'est public, c'est forcément mieux géré que si c'est privé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une régie publique de l'eau, vous n'avez pas la RODP qui est indûment payée par les Dijonnais, 15% de leur facture, les bénéfices qui vont au droit de siège ça à parle Suez. pas d'écologie, c'est pas... Mais bien sûr que si, c'est une ressource qu'on doit gérer au mieux. Donc la question écologique, c'est les questions de transition, c'est gérer les ressources. La gratuité des transports, c'est aussi faire reculer la voiture, c'est faire reculer les gaz. C'est bien, vous nous traitez les thèmes qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc. Bien sûr, mais parce qu'à un moment donné, il faut mettre en avant le fait que des biens communs qui sont essentiels à l'intérêt général, à la vie humaine, ne doivent plus être gérés par le privé, et il faut sortir de ces logiques-là. Absolument. Il existe en France un principe démocratique qui s'appelle la délégation de service public. Oui, mais il existe aussi un principe démocratique, c'est que quand vous avez été élu en 2014, vous n'aviez pas mandat pour continuer à prolonger avec Suez. Vous l'avez jamais dit dans votre programme en 2014. Donc à un moment donné, les Dijonnais ont le droit d'avoir un débat démocratique sur le mode de gestion qu'ils veulent avoir pour la gestion des ressources qui sont essentielles aux biens communs. Donc à un moment donné, Damien Quentin, vous êtes en retard un petit peu là-dessus, vous partagez le point de vue. J'entends débat démocratique, très bien. Parce que moi, je veux plus de démocratie pour les Dijonnais. C'est-à-dire que je demanderais aux Dijonnais d'être acteurs de la vie locale, de leur ville. C'est faire des référendums locaux sur plusieurs sujets. Par exemple, je l'aurais fait sur la semaine de 4 jours. Pour moi, c'est aux parents d'élèves et aux professeurs de choisir. C'est pas forcément à des élus déconnectés de choisir pour eux. Je l'aurais fait aussi sur un autre sujet important, la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Il y a eu beaucoup de recours qui a retardé tout ça. Pour moi, la meilleure décision à prendre aurait été d'interroger les Dijonnais, de les écouter et ensuite de suivre leur choix. On va terminer peut-être... Continuez, sur la démocratie. Avant la démocratie, sur l'environnement, je crois qu'on n'a pas abordé le vélo et la sécurisation des pistes cyclables. Il y a eu des choses qui ont été faites, c'est indéniable, sur le vélo. Le problème, c'est que depuis, on n'a pas assez investi, et pas assez investi par an, sur la mise en place de vraies lianes, finalement, puisqu'on l'utilise pour les bus, de vraies lianes de vélo. Et donc, la liste Dijon l'Avenir Ensemble s'engage, quant à elle, à mettre en place, comme les villes du Nord, 26 €, l'équivalent de 26 € par habitant, c'est environ 7 millions d'euros par an d'investissement. Avec ça, on va refaire aussi la voirie et les trottoirs. C'est-à-dire plus d'argent sur les pistes cyclables. Oui, tout à fait, pour les sécuriser, parce qu'il faut sortir du schéma où vous allez faire du vélotourisme pour aller à du vélo du point A au point B le plus efficace possible. Et ce faisant, vous pouvez à la fois refaire les voiries, à la fois être plus inclusif, parce que pour nos seniors, c'est remettre du mobilier urbain. Pour les personnes handicapées, c'est revoir les trottoirs qui ne vont pas. Et donc, c'est aussi un vrai plan, un peu comme l'a été d'ailleurs pour le tram, une manière de restructurer la ville, de la revégétaliser aussi en même temps. Donc, c'est un vrai plan global. Il y a eu une expression lancée, mais vous pourrez répondre dessus par Arnaud Guvenat, c'était transport gratuit.
qui est quelque chose qui traverse un peu ces élections municipales dans beaucoup de villes. Sur les déplacements. Alors moi déjà, sur l'urbanisme, pour en terminer, il y a effectivement un point extrêmement important dans la transition écologique qu'on n'a pas abordé là, c'est vraiment, il faut vraiment mettre en place un grand plan de rénovation énergétique du bâti ancien, effectivement, que ce soit public ou privé, des copropriétés dégradées notamment. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, c'est limité, donc la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et là encore, donc c'est moins de charges pour les habitants, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre et c'est de l'emploi local et non localisable, avec effectivement aussi toute une filière à monter sur les matériaux biosourcés. Sur les déplacements, sur les transports, effectivement, le plan vélo, donc nous souhaitons vraiment un grand plan vélo, donc 7 millions d'euros, on est tous d'accord, puisqu'en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est EVAD. C'est EVAD, donc c'est l'association EVAD qui nous a tous été, voilà, que nous avons tous rencontrés, En tout cas, moi qui fais du vélo tous les jours, c'est vrai qu'il faut absolument que nous puissions, voilà, c'est vrai, on se rencontre régulièrement en vélo, voilà, donc du coup, très Est-ce que vous vous sentez en sécurité, Stéphanie Mode, lorsque vous Je pense effectivement, actuellement, on peut faire du vélo à Dijon, ça reste très compliqué, il faut être très maître et très sûr de soi, donc effectivement, il est impératif maintenant d'avoir un grand plan vélo, avec des voies, des autoroutes à vélo, comme on appelle effectivement dans les pays du Nord, des voies sécurisées. Il faut aussi mettre au maximum dans la ville des zones à circulation 30, parce que ça apaise, ça permet aussi, voilà, que chacun circule, parce qu'effectivement, et faire respecter, effectivement, mais là on a les moyens quand on le souhaite, on le peut, et donc là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons mettre, donc tous les gens qui veulent faire du vélo, ils sont très nombreux. Je rappelle aussi que le prix d'une voiture, le prix moyen d'une voiture... Non, mais il nous reste 2 minutes de toute façon. Non, mais c'est important quand même, parce que ça, si, c'est la qualité de la circulation, et puis effectivement, c'est développer encore mieux. Juste un petit mot d'Emmanuel Bichot. Il nous reste 1 minute 30 avant les conclusions. Je voudrais évoquer un sujet sur la circulation. C'est aujourd'hui le problème d'encombrement sur la Lino et sur la Rocade. En fait, ce problème, il est doublement pénalisant. Il est pénalisant pour l'activité, le dynamisme de la métropole, parce que les déplacements se font difficilement, l'accès aux zones d'activité économique se fait difficilement. Il est pénalisant également pour l'environnement, puisqu'on a effectivement une augmentation des rejets de gaz à effet de serre liés au déplacement. Donc nous souhaitons, investir très rapidement sur la réorganisation des ronds-points de Valmy, d'Ahuy et de la jonction avec l'Arc, de manière à décongestionner les embouteillages sur la Lino. Il veut baisser les impôts, investir dans le train, refaire l'église Saint-Philibert, transformer le parc d'exposition. Et donc, en 2 ans, la ville en faillite avec vous. Ça oui, vous savez, monsieur le maire sortant, la capacité d'investissement de la commune, elle est de plus de 30 millions d'euros par an. La capacité d'investissement de la métropole, elle est de plus de 60 millions d'euros par an. Donc, et les ronds-points, je sais à peu près combien ça coûte, parce que j'étais vice-président du Conseil général quand on a fait les changeurs du Zénith. Eh bien, c'est à la fin de cet échange que je dois vous dire qu'on va, avant d'attaquer les conclusions, on va écouter les 3 autres têtes de liste de ce scrutin à Dijon. Bruno Louis qui mène une liste écologiste. Restez là, quand même, c'est pas fini. Alexis Agir pour la liste d'avocats qui protestent contre la réforme des retraites et Claire Rocher pour Lutte ouvrière. On les écoute tout de suite. Nous considérons que l'écologie politique ne doit plus être simplement une caution environnementale dans un projet plutôt axé compétitivité, attractivité, béton, minéralité. Notre programme va avoir 3 buts. Le premier, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens, d'agir également pour la planète et de permettre à Dijon de s'adapter aux futurs changements climatiques. Donc pour ça, ça passe par nos 112 propositions, parmi lesquelles les plus importantes sont la végétalisation dans les quartiers plutôt qu'au centre-ville, par les citoyens, pour les citoyens, par la gratuité des transports en commun, parce que nous voulons réduire la place de la voiture en ville. Ça représente aujourd'hui 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et nous souhaitons également créer un outil foncier de maraîchage urbain pour avoir enfin, au bout de 19 ans, du bio local dans les cantines. Je m'adresse aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités des classes populaires. Nos intérêts vitaux, avoir un salaire, avoir un emploi, pouvoir se soigner, sont attaqués de toutes parts. Les grands de ce monde sont aux prises avec une crise de leur économie qui menace de s'effondrer comme un château de cartes. Et leur solution, c'est de la faire payer aux classes populaires. Et tout ce qu'on subit dans nos vies, c'est cette guerre sociale qui est orchestrée par les classes riches. Notre camp, le camp des travailleurs, il a commencé à relever la tête et il est important qu'il se renforce et que les élections municipales soient une occasion de le faire.
voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, ça sera l'occasion d'affirmer qu'il y a un courant à Dijon de travailleurs conscients qui ne se résignent pas et qui sait qu'il faudra tôt ou tard s'affronter à la bourgeoisie pour l'empêcher de nuire. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse difficulté sur la réforme des retraites, notamment chez les avocats. Et on a voulu, par cette liste, ouvrir une sorte de canal démocratique qui permettrait aux gens, en général, parce que ce n'est pas que les avocats, à un moment, et aux Dijonnais donc, de dire stop. On veut être écouté, on veut être entendu, et ça fait des mois que le gouvernement est sourd, malgré les syndicats, la rue, l'opposition. Et donc, à un moment, on se dit, mais à quel moment on va pouvoir être entendu? Donc, l'idée, c'est, on glisse le bulletin « Nous ne battrons pas en retraite » dans l'urne, et là, on fait entendre notre voix et on explique qu'on existe et qu'on doit être entendu. Parce qu'il y a un peu une rupture du contrat social, si vous voulez. Allez, il est temps de conclure dans un ordre que nous avons tiré au sort avant l'émission, et on commence par vous, Stéphanie Motte. Oui, donc ces élections municipales sont très importantes. Il nous reste quelques années pour agir en changeant nos modes de vie, nos modes de consommation et pour permettre à chacun de reprendre le contrôle de sa vie. Avec mon équipe, à vos côtés, nous travaillerons pour faire de Dijon une ville unie et engagée contre toutes les inégalités environnementales et sociales, une cité profondément accueillante et solidaire. Une ville où chacun puisse se loger décemment, se nourrir sainement, 100% bio dans les cantines notamment, travailler, étudier, se cultiver, y vivre en toute tranquillité. Une ville écologique dont vous, habitants, serez les acteurs de cette transformation, quel que soit votre statut, entrepreneur, salarié du public, du privé, étudiant, inactif, en recherche d'emploi, retraité. Pour qu'ensemble, nous puissions faire vraiment de Dijon une ville capable de s'adapter et de répondre aux enjeux à la fois climatiques, de biodiversité, tout en étant solidaire pour ne laisser personne sur le bord de la route. Une ville, c'est le bon échelon pour agir localement, tous ensemble, et contribuer à notre niveau à donner une planète vivable pour les générations à venir. Pour cela, le 15 mars, le vote utile pour Dijon, c'est le vote Dijon écologique. Vous avez légèrement dépassé, Stéphanie Motte, merci. Votre conclusion maintenant, Arnaud Guévenatam, c'est à vous. Les amis, Dijon en commun est un collectif de citoyens, de militants associatifs, syndicaux et politiques. Il s'engage à répondre aux urgences de notre temps. Urgence démocratique, de solidarité et écologique. Urgence démocratique en permettant l'implication citoyenne dans les grandes décisions, à l'inverse du règne de l'opacité actuelle. Urgence de solidarité dans la lutte contre la précarité, pour le partage de la richesse et la réappropriation de nos services publics, à l'inverse des privatisations à tout va de l'équipe sortante. Aux urgences écologiques pour préparer Dijon à affronter le défi climatique, grâce à la mise en place de transports gratuits et le développement du vélo, nous l'avons dit. Depuis 20 ans, l'EPS, Europe Écologie Les Verts et le MoDem co-gèrent Dijon. Ils sont responsables de ce bilan. EELV, les Verts, ont choisi de présenter leur liste sans quitter l'équipe de François Rebsamen, ancien ministre de François Hollande, en gardant leurs adjoints et leurs indemnités. Ils sont une fausse opposition. Mes amis, la clarté impose des choix. Nous l'avons fait. Celui de construire avec vous l'alternative écologique, solidaire et citoyenne. Les 15 et 22 mars, votez pour vous, votez pour Dijon en commun. Merci. Damien Quentin, c'est à vous. Chère Dijonnaise, chers Dijonnais, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette élection municipale. Il nous reste 4 jours pour mobiliser le maximum d'électeurs. 4 jours pour convaincre le maximum de personnes autour de vous de me faire confiance. Faire rentrer des élus Rassemblement National au conseil municipal de Dijon, c'est l'assurance d'être défendu pendant 6 ans. Mes grands thèmes de campagne, vous les connaissez. La proximité, car c'est avec vous que je veux faire la ville de demain. La sécurité et la qualité de vie, pour tous et partout. Coupables, autour de cette table, ils le sont tous. Ils ont trahi et menti à leurs électeurs, par compromission et intérêt politique. Voter pour l'un de ces candidats, c'est voter Emmanuel Macron. Je suis le seul candidat sans marcheur sur ma liste. Alors dimanche, je vous propose un autre choix, celui d'un candidat enraciné et fier de représenter le Rassemblement national à Dijon. Les 15 et 22 mars, votez Damien Quentin. Je compte sur vous. Merci Damien Quentin. On passe à vous, Emmanuel Bichot. 1 minute de conclusion. Oui, dimanche, le choix sera entre le mandat de trop ou le renouvellement. Et moi, je propose aux électeurs dijonnais de changer d'équipe, de changer de pratique, de changer de politique. Nous voulons stopper la bétonisation du maire sortant et de ses adjoints Europe Écologie Les Verts. C'est l'enjeu majeur de cette élection. Nous voulons rénover les rues et les trottoirs et assurer leur propreté. Nous voulons doubler le nombre de policiers municipaux pour protéger les Dijonnais de jour comme de nuit. Nous voulons baisser les impôts locaux ainsi que les tarifs publics
en réalisant des économies sur les dépenses inutiles. Nous voulons développer notre ville avec les entreprises, avec les formations, avec le tourisme, avec notre patrimoine exceptionnel. Et nous voulons enfin une démocratie locale plus vivante, plus transparente, plus à l'écoute des Dijonnais de tous âges, que nous voulons consulter et que nous voulons associer aux décisions. Je consacrerai toute mon énergie à ce projet, à plein temps et durant toute la durée du mandat. Votez pour la seule liste qui peut réaliser ce changement, votez pour la liste de large rassemblement, Agir pour Dijon. Merci. Merci, Emmanuel Bigot. Sylvain Comparou, c'est à vous. Mesdames et messieurs, une ville plus verte, une ville plus sûre, une ville plus simple à vivre au quotidien. C'est ça, remettre l'humain au cœur de la ville. Pour ça, il faut plus de collaboration avec les citoyens, avec les associations, avec les entreprises, avec les collectivités, Dole, Beaune, le département. Pour cela, il faut aussi plus de transparence. Fini l'opacité sur les contrats. Il faut également une lutte contre toute forme de clientélisme. C'est le rebond de la confiance, celui qu'il faut. Ça demande un changement de pratique. Et pour un changement de pratique, il faut un renouvellement des personnes. C'est ce que je vous propose de voter le 15 mars avec la liste Dijon l'avenir ensemble, une liste de grands rassemblements au centre, parce que c'est au centre que Dijon a toujours été gagnante et c'est au centre que je veux gagner avec vous. Merci Sylvain Comparou. On termine avec vous, François Rebsamen. 1 minute pour conclure. Chère Dijonnaises, chers Dijonnais, dimanche prochain, vous allez voter pour désigner celui ou celle qui dirigera notre ville pendant 6 ans. Je voudrais vous dire, pour en être le maire aujourd'hui, que pour être maire, il faut d'abord aimer Dijon et tous ses habitants, quelles que soient leurs conditions sociales et leur origine. Dijon, c'est capitale, la liste que je conduis, ce n'est pas la liste de la démagogie électorale, c'est la liste des solutions. Tout ce que nous proposons est finançable sans augmentation des impôts pour les 6 prochaines années. Dijon, c'est capitale, ce n'est pas la liste qui attise les peurs, c'est la liste du cœur. Dijon, c'est capitale, ce n'est pas une liste du rejet de l'autre, c'est la liste qui porte la laïcité, la valeur qui nous rassemble et qui fait de Dijon une ville à vivre pour tous. Dijon, c'est capitale, c'est une liste composée d'humanistes, de progressistes, d'Européens, dont Dijon a besoin pour poursuivre sur la voie du progrès économique, écologique et de la solidarité. Aussi, dès le premier tour, dimanche prochain, ne vous trompez pas, votez pour votre maire, François Rebsamen, et pour la liste Dijon, c'est capitale. Merci François Rebsamen. Rappelons que l'ordre de ces conclusions avait été tiré au sort avant l'émission. Nous voilà au terme de ce débat. Merci à tous les 6 d'être venus jouer le jeu parfois compliqué de l'expression démocratique. Merci Stéphane, c'est un plaisir. Merci Lilian, c'est un plaisir aussi.